Alexandre Dianine Havard, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, les gars. Je rappelle que vous êtes ex-avocat, vous êtes l'auteur de plusieurs livres, parmi lesquels Le leadership vertueux, paru en 2015. Vous êtes le fondateur de l'Institut de leadership vertueux, vous êtes le fondateur du système de leadership vertueux et vous venez de publier un nouveau livre intitulé « 7 prophètes, une analyse de la crise mondiale ». Quelle est cette crise mondiale que vous analysez? Bon, moi, ça fait longtemps quand même que je réfléchis un petit peu à où en est-on et pourquoi en est-on là où on en est. Et c'est une belle question que bien des gens se posent. Et je me suis rendu compte qu'il y a bien sûr énormément de gens qui ont influencé la situation du monde dans laquelle nous nous trouvons actuellement, mais qu'il y a quand même quelques gros courants très importants philosophiques qui n'ont pas déterminé, mais qui ont influencé d'une manière catégorique un peu la situation dans laquelle on se trouve. Et moi, je parle donc de 3 destructeurs et de 4 constructeurs. Donc, je suis quand même un être positif. Je vois où sont j'analyse un petit peu ce qui s'est passé et je vois où sont les destructeurs. Et j'essaye de trouver aussi chez d'autres philosophes, des principes constructifs et positifs. Et ma vision a été celle-ci. Elle est que, pour moi, il y a 3 philosophes qui sont des personnes que j'appelle des philosophes partiels. Je les appelle philosophes partiels et je dis que ces philosophes partiels ont créé une philosophie partielle et que cette philosophie est très dangereuse justement parce qu'elle est partielle. Mais je dis que cette philosophie est partielle parce que ces personnes étaient des gens partiaux. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des êtres humains entièrement constitués. Et par contre, je découvre qu'il y a 4 philosophes que j'aime énormément, dont je vais vous parler aussi, qui pour moi sont des êtres intégrés, c'est-à-dire des êtres qui sont des personnalités intégrales, dans lesquelles l'intelligence, le cœur et la volonté fonctionnent main dans la main, de manière parfaite. Et c'est pour ça que ces êtres intégraux ont produit pour moi une philosophie intégrale. Et que cette philosophie intégrale mérite notre attention, alors que la philosophie partielle, produite par des êtres partiaux, est une philosophie qui produit un certain nombre de difficultés, mais qui sont les difficultés de notre monde moderne. C'est la philosophie, c'est le rationalisme, je dirais, c'est le sentimentalisme et c'est le volontarisme. Le rationalisme, bien sûr, c'est le rationalisme de René Descartes. Le volontarisme, c'est bien sûr Friedrich Nietzsche. Et le sentimentalisme, celui qui l'incarne le mieux, c'est quand même Jean-Jacques Rousseau. Donc ces 3 personnes, pour moi, sont des personnes qu'il faut absolument bien connaître pour comprendre un peu ce qui se passe dans le monde moderne. Et pour comprendre comment sortir de ce rationalisme, de ce sentimentalisme et de ce volontarisme que l'on voit autour de nous, eh ben, je propose 4 personnes extraordinaires qui sont Blaise Pascal, Søren Kierkegaard, Fyodor Dostoïevski et Vladimir Solovyov. Parce que je pense que ces 4-là, ce sont des êtres absolument complets, et donc leur philosophie, bien qu'elle soit différente, ils sont quand même 4, avec une vision du monde différente, ce sont des êtres complets qui ont un modèle complet à nous offrir. Et moi, j'aime les choses qui sont complètes, parce que là où il n'y a pas de totalité, tu as ce qu'on appelle une partialité. Et là où tu as partialité, tu as ce qu'on appelle l'idéologie. L'idéologie, c'est en fait dire ma vision partielle de la réalité, c'est la réalité dans sa totalité. C'est ça qui est une idéologie. Dans toute idéologie, il y a une partie de vérité, mais elle n'est que partielle. Qu'est-ce que vous reprochez au rationalisme, au volontarisme et au sentimentalisme? Ben, je leur reproche justement ce que je viens de dire, d'être partiel. Alors qu'est-ce que ça veut dire être partiel? Ça veut dire que le rationaliste, c'est une personne qui considère qu'il n'y a que la ratio, donc il n'y a que l'intellect qui doit fonctionner, et qui rejette tout ce qui est cœur et tout ce qui est volonté. C'est-à-dire c'est une personne partielle qui considère que finalement, ce qui est important, c'est la connaissance mathématique de la réalité. C'est une personne qui est obsédée par la connaissance intellectuelle, des vérités transcendantales, des valeurs. Ce qui l'intéresse, c'est pas le contact avec cette valeur. C'est pas d'être enthousiasmé, transporté par cette valeur. Ce qui l'intéresse, c'est bien autre chose, c'est qu'est-ce que moi je peux savoir de cette valeur. Donc c'est une personne qui est obsédée par la connaissance intellectuelle d'une certaine chose. Et
c'est dramatique parce qu'en réalité, quand tu es obsédé par la connaissance intellectuelle d'une chose, tu ne peux pas connaître cette chose parce que tu réduis à la connaissance intellectuelle, alors que le contact avec les objets, avec les gens, avec les valeurs, c'est un contact qui s'établit d'abord au niveau du cœur, d'abord au niveau intuitif. Et donc ces personnes qui pensent savoir, justement, ils disent les autres ils ne savent pas, moi je sais. En réalité, ces personnes sont celles qui savent le moins. Tu vois, parce que la plupart des choses que nous devons connaître pour vivre une vie honnête, agréable et bonne, ce sont des choses qu'on ne peut pas démontrer mathématiquement. Tu comprends ? La plupart des choses qui ont une importance existentielle, pour nous, ce sont des choses qu'on ne peut pas en fait connaître intellectuellement. Ce sont des choses que l'on connaît surtout par le cœur. Donc, le problème des rationalistes, c'est qu'ils disent qu'il n'y a pas de cœur, on n'a pas besoin du cœur. On n'a pas besoin de la volonté, on a besoin seulement que d'une seule chose, c'est de la ratio, de l'intellect. C'est ça Descartes. C'est la partialité, si tu veux. Et moi, je dis toujours, il est très important que le cœur, l'intelligence et la volonté fonctionnent constamment main dans la main, qu'il y ait une interactivité entre les trois. Alors, le volontariste, c'est une personne qui te dira, mais non, le cœur et l'intelligence, ça ne sert absolument à rien. Donc, Descartes s'est trompé, on n'a pas besoin d'intellect, on n'a pas besoin non plus de cœur. Et là, il te dira, Descartes avait raison, le cœur, on s'en fout. Mais il te dira, cette personne, le volontariste, ce qui compte, c'est la volonté. Et donc, il va tout baser sur la volonté, c'est le volontarisme. Et donc, moi, je fais ce que je veux. C'est le monde de l'idéologie. Tout ce qui est idéologie, que ce soit le bolchevisme, le trotskisme, le wokisme, le LGBTisme, tout ça, c'est des gens de l'idéologie. C'est des gens qui disent, il n'y a pas de logos, il n'y a pas d'intellect, il n'y a pas de rationalité. Il y a un système. Ce qui compte, non, c'est la volonté pure et dure. C'est du Nietzsche. Chez Nietzsche, il n'y a pas de place pour le logos, il n'y a pas de place pour la réflexion. Ce qui compte, c'est la volonté en tant que telle. Et tout est absurde, mais ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a aucun problème. Pour lui, l'absurdité n'est pas un problème. L'important, c'est la volonté, ce que je veux. Et tous ces gens de l'idéologie, il y en a encore beaucoup dans le monde moderne, malheureusement. Et l'idéologie, on voit qu'elle revient à l'attaque. Chez bien des gens, c'est des gens de la volonté pure et dure. Et ces gens se distinguent en rien du bolchevisme et du trotskisme. Ce sont des gens de la volonté pure et dure. Il n'y a pas d'intellect et il n'y a pas de cœur. Et puis tu as la troisième partie qui sont les sentimentalistes. Ça, c'est les gens de Jean-Jacques Rousseau. C'est les personnes qui disent je suis mes feelings. Je suis mes feelings. Là, Descartes, c'était je suis ma pensée. Il n'y a rien d'autre que la pensée dans mon être. Alors que chez Rousseau, c'est je suis mon sentiment. Tu vois, c'est des gens du cœur, mais c'est un cœur qui, en fait, qui n'est pas vraiment un cœur. Parce que c'est un cœur qui n'est pas en interaction avec l'intelligence et la volonté. Donc, c'est pas un cœur humain. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un cœur. Il n'y a pas de nom pour ça, en fait. Mais ils appellent ça le cœur. Mais c'est, en fait, des gens très, très dangereux aussi. Et ce sont des gens, d'ailleurs, qui se laissent manipuler très facilement par les gens de l'idéologie. C'est pour ça que dans le monde moderne, qu'est-ce qu'on a? On a aujourd'hui les gens de l'idéologie, ils ne sont pas nombreux. C'est une toute petite minorité. C'est des gens de la volonté. Et de l'autre côté, tu vois quoi? Ben, tu as les sentimentalistes, c'est les gens du cœur. Mais il n'y a plus de gens de l'intelligence. Ça n'existe plus, l'intelligence, aujourd'hui. C'est-à-dire que Descartes, il a mis une fin, en fait, à l'intelligence. Même s'il a voulu mettre l'emphase sur la ratio, en réalité, il a détruit complètement la ratio. Il ne reste plus que des gens, aujourd'hui, que des gens du sentiment, les sentimentalistes, hein, que j'appelle ça des sentimentalistes déments, des gens il n'y a plus rien dans le crâne, mais ce qui compte, c'est le sentiment, ce que I feel now. Et d'un autre côté, tu as ceux qui les manipulent, qui sont les gens de la volonté, qui sont les Nietzschéens, qui sont les gens de l'idéologie. Donc c'est intéressant de voir l'histoire. Donc moi, ma philosophie que je présente dans ce livre, c'est pour expliquer ce qui s'est passé. On a eu au 19e siècle beaucoup de gens de rationalistes. Aujourd'hui, ils ont disparu parce que les rationalistes, ils ont justement détruit la crédibilité de la ratio, donc de l'intellect. Et donc nous n'avons plus que des gens de la volonté et du cœur. Et ces gens qui sont exclusivement du cœur ou exclusivement de la volonté, eh bien, ce sont des gens partiaux qui vivent une existence partielle. Certains d'entre eux, les gens de la volonté, ce sont les idéologues qui manipulent le monde avec les idéologies nouvelles. Et de l'autre côté, ce sont les manipulés qui sont contents d'être manipulés, mais ils ne s'en rendent pas compte, mais ils sont contents d'être manipulés parce qu'ils vivent de feelings. Jadis, on manipulait les gens quand même par les idées. Depuis une cinquantaine d'années, on ne les manipule plus par les idées. On les manipule uniquement par les feelings.
J'appelle pas ça des sentiments, parce que les sentiments, pour moi, c'est quelque chose de très élevé. Je dirais les émotions. On les manipule par les sensations et les émotions. Donc, ce qui manque dans la société d'aujourd'hui, c'est cette intelligence que vous décrivez. Ce qu'il manque, c'est effectivement la croyance dans une vérité objective, dans la possibilité de connaître une vérité objective. Descartes, en disant « cogito ergo sum », je pense donc je suis, il a mis l'être en relation immédiate avec la pensée. Et finalement, il a réduit l'être à la pensée. Et donc, si je ne pense pas, je ne suis pas. C'est aussi bête que ça. Donc, c'est terrible. Hein. Et quand même, Kant et Hegel ont quand même poussé son système au maximum en disant que, finalement, l'être, c'est le produit de la pensée. Donc, le départ de la philosophie cartésienne, c'est le je pense, tu comprends? Le je pense. Mais, finalement, en disant je pense, donc je suis, il a créé un système dans lequel tout devient subjectif. C'est je. Hyper-individualisme? C'est l'individualisme. Avant lui, les anciens Grecs, c'est je contemple ma place dans le cosmos. Un homme, une femme dans le cosmos, c'est quoi? Donc tu regardes ce qui a été toi-même. En disant je pense comme début de la philosophie, en fait, tu crées le cosmos à l'intérieur de toi-même. Tu deviens toi la base du cosmos. Tu crées en fait ton propre monde. Tu deviens en fait un dieu pour toi-même. Tu deviens le dieu. Donc, et chaque individu est un dieu pour lui-même et un dieu pour le monde. Et donc, il se passe une chose terrible, c'est que donc il n'y a plus de vérité objective. Il n'y a plus que des jeux. Du relativisme généralisé. Relativisme, subjectivisme. Et donc ça pousse à la fin, c'est la mort de l'intelligence. Donc c'est la mort du sens, c'est la mort du logos, c'est la mort de l'intellect, c'est la mort de la raison. Et donc qu'est-ce qui reste? Quand tu n'as plus ça en toi, il n'y a plus de possibilité d'idées réelles, il n'y a plus de vérité objective. Donc qu'est-ce qui reste en toi? Eh bien, il ne reste que toi. Donc il n'y a plus rien qui soit plus grand que toi. Et toi, c'est quoi? C'est tes émotions. S'il n'y a pas de vérité captable par l'intelligence qui soit au-dessus de toi, qu'est-ce qui peut t'intéresser? Uniquement tes émotions. Jadis, l'homme était intéressé par ce qui est au-dessus de lui, tu vois, par ce qui est bigger than himself, par des choses qui sont plus grandes que lui. Et l'homme moderne, non. Ce qui l'intéresse, c'est le jeu, c'est le moi, c'est mes émotions. Donc, c'est cette victimisation à laquelle on assiste constamment, cette société hyper fragile, en fait, cette société d'être hyper fragile, hyper sensible, susceptible. Pour vous, c'est le fruit de de l'imposition de la pensée de ces philosophes déconstructeurs? C'est surtout du Rousseau. C'est-à-dire que Rousseau, il vient après Descartes. Une fois que Descartes a détruit la possibilité de l'intelligence humaine, finalement, il l'a détruit involontairement, mais par tout son système. Il a détruit la possibilité d'arriver à des vérités objectives. Et Rousseau arrive et il dit la seule vérité objective, c'est mon sentiment, c'est mon feeling. Mais en même temps, c'est le philosophe de la volonté générale, c'est le philosophe de la Révolution française, d'une certaine façon, il est célébré au Panthéon. Absolument, absolument. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est un grand type. Non, c'est ce que je veux dire. Justement, si tu veux, chez Rousseau, il y a ces deux aspects. Il y a comme une sorte de tension, non? Oui, c'est-à-dire que c'est l'individualiste, c'est ce qu'on appelle l'individualiste qui fait dans le social. En fait, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que Rousseau ne voit pas que la sociabilité de l'être humain est naturelle à l'être humain. Il pense c'est une superstructure. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est pour ça que chez lui, l'individu devient dans le contrat social, ça devient un zombie d'un régime totalitariste. Oui, absolument. Oui, mais pour lui, souviens-toi de ce que dit Rousseau. Il dit que moi, quand je vais voter pour connaître la volonté générale. C'est-à-dire que si je me rends compte que le résultat du vote, c'est pas ce que moi j'ai voté pour, je dois me soumettre, parce que ça veut dire que je ne connaissais, veut dire que je ne connaissais pas la volonté générale. C'est-à-dire que Rousseau, c'est vraiment le maître du totalitarisme démocratique. C'est un des précurseurs du totalitarisme. Je dois me soumettre, c'est-à-dire que je découvre dans le vote quelle est la vérité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le vote, c'est pas pour donner mon opinion. En fait, le vote, c'est pour connaître mon opinion. C'est vraiment fantastique, Rousseau. Il a poussé son truc au maximum. Donc chez Rousseau, tu as un type qui est complètement individualiste et qui, du jour au lendemain, il est individualiste dans sa vie personnelle, et il le continue à l'être, et dans la vie sociale, qu'est-ce qu'il est? C'est un communiste. Donc c'est un individualiste dans sa vie personnelle, qui dans la vie sociale se comporte comme un communiste.
Donc en fait, c'est extraordinaire, ou c'est une contradiction fatale. C'est une question absolument fatale. En fait, j'appelle ça les individus socialisants. Chez Rousseau, ce n'est pas un être social, c'est un individu socialisant. C'est l'opposé de ce qu'on appelle la personne. La personne, c'est pas seulement un individu, c'est une personne est personne en tant qu'elle est en communion avec d'autres personnes. C'est ça ce que le christianisme a apporté. Une personne, elle est personne parce qu'elle est en communion avec d'autres personnes. Chez Rousseau, il n'y a pas cette idée. C'est un individu qui est vraiment un individu individualiste, hein, et qui devient socialisant dans la société. Donc ça veut dire que c'est un type, c'est pas une personne. C'est un individualiste qui est socialisant. Individualiste communiste. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a une contradiction, comme tu as raison, comme tu le dis, il y a une contradiction absolument terrible à ce niveau-là. Vous critiquez également le fait de se soumettre aveuglément aux règles. Vous parlez dans un entretien accordé à Epoch Times des pharisiens. Donc, cette espèce de société du réglementairement correct où les gens, peut-être, ne font plus preuve d'intelligence. Pourquoi se soumettre aveuglément aux règles? Je résume, là, je reformule, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est contre l'épanouissement, sur le plan personnel, mais collectif également. Alors là, on touche à un autre sujet qui est le problème de l'éthique des règles et l'éthique des vertus. C'est que l'homme moderne, il est conformiste parce qu'il n'a pas développé la vertu. La vertu ne l'intéresse pas, le caractère ne l'intéresse pas. Et donc, ce qu'il veut, lui, c'est vivre selon des règles, parce que c'est beaucoup plus facile. Les enfants vivent selon des règles. Les enfants, ils n'ont pas encore la vertu. Ils la développent petit à petit. Donc les enfants, ils vivent selon les règles. Ce que papa a dit que c'est bien, c'est bien. Ce que maman a dit que c'est bien, c'est bien. Et voilà. Donc les enfants vivent selon des règles, c'est l'éthique de l'obéissance. Et on ne demande pas aux enfants qui réfléchissent, parce qu'ils ne sont pas encore capables de réfléchir. Pourquoi est-ce que c'est bien, pourquoi est-ce que c'est mal? D'accord. Donc beaucoup de gens encore aujourd'hui, et il y en a toujours d'ailleurs des personnes comme ça, vivent selon ce que j'appelle l'éthique des règles. C'est-à-dire qu'ils sont restés infantiles. Il n'y a pas eu de maturité chez ces gens. Ils sont restés infantiles parce qu'ils n'ont pas développé ce qu'on appelle la vertu. La vertu, c'est quoi? La vertu, c'est ce qui est bien et ce qui est mal. L'éthique des règles, c'est ce qui est correct et ce qui est incorrect. Tu vois ce que je veux dire? C'est très très différent. L'éthique des règles ne suppose pas une réflexion. Si je fais ce que j'ai le droit de faire, c'est correct. Parce que c'est correct par rapport à la règle. Tu vois, c'est conforme à la règle. Mm-hmm. Donc, il n'a pas besoin de réflexion pour ça. Tu vois, il y a une règle qui est peut-être la règle sociale, la règle politique, hein, ou la règle même religieuse. Hein. Tu as des gens qui vivent beaucoup de correctness dans la religion. Hein, c'est-à-dire qu'il faut faire les choses... Une orthopraxie. Ah bah oui, aussi bien dans la religion que dans la politique, que dans la vie sociale. Hein, political correctness, social correctness, religious correctness. Ça, c'est quelque chose qui est très ancré chez bien des gens. Ce sont des gens qui n'ont pas développé les vertus humaines. Et donc, elles ne peuvent pas s'orienter sur les vertus. Ce n'est pas les vertus qui les dirigent, c'est fondamentalement les règles. Et ça nous dispense de réfléchir. Ça dispense de réfléchir parce que, si tu veux, on sait tous que dans l'éthique des vertus, la mère de toutes les vertus, c'est ce qu'on appelle la sagesse pratique, qui suppose une grande capacité de réflexion. Tu vois, la sagesse pratique, c'est la mère de toutes les vertus. Toutes les vertus, que ce soit le courage, que ce soit la maîtrise de soi, que ce soit la magnanimité, l'humilité, elles sont toutes dirigées par l'intellect pratique. Et donc, il y a besoin de réflexion. Et donc, l'éthique de la vertu, elle pousse à la créativité. Parce que là où il y a de la réflexion, où tu essaies d'analyser la situation concrète dans laquelle tu te trouves, à chaque fois, il n'y a pas d'a priori pour toi. Il n'y a pas de préjugés. Pour toi, tout est toujours nouveau. Et donc, tu réfléchis, tu mets ton intelligence, tu essaies de saisir, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ici? Peut-être qu'il faudrait prendre une décision différente de ce qu'on a fait auparavant, parce que la situation n'est pas forcément la même qu'il y a 10 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle la créativité. Donc, l'éthique des vertus pousse à la créativité, alors que l'éthique des règles pousse uniquement à l'obéissance. Parce qu'il n'y a pas d'intelligence, c'est seulement la volonté. Tu vois? La volonté, c'est une éthique de l'obéissance pure et dure. Donc, je ne suis pas là en train de dire que les règles, ça ne sert à rien. Hein. Je suis là en train de dire que les règles doivent être soumises à la vertu. C'est-à-dire que l'objectif des règles, c'est d'apprendre aux enfants à développer leur volonté pour que lorsque l'intelligence va commencer à fonctionner, ils aient des ressources, ils aient une certaine énergie dans la volonté pour mettre en pratique ce qu'ils voient avec leur intelligence. Parce qu'un enfant qui n'a pas développé la volonté, même si tu développes son intelligence, après il ne peut pas faire ce qu'il a envie de faire.
Tu es d'accord avec moi? Oui, Donc, je ne veux pas dire que l'éthique d'obéissance, c'est mauvais. C'est très bon chez les enfants. Ils doivent forger leur volonté, mais dès que les enfants ont l'âge de raison, il faut leur expliquer la relation qu'il y a entre les règles et la croissance personnelle. Sinon, ces gens-là, à 10 ans, ce sont des bons chrétiens qui vont à la messe le dimanche et qui suivent les 10 commandements, et à 20 ans, ce sont des bolcheviks marxistes parce qu'ils ont choisi un autre système de règles. Et à 40 ans, je ne sais pas, ils vont choisir encore un autre système de règles. Ce sont des gens pour lesquels, s'il n'y a pas de maturité, s'il n'y a pas de vertu, ce qui est important pour eux, ça va toujours être d'être attaché à quelques règles. Et si ces règles changent, eh ben, ils changent le système des règles. Tu comprends? Et donc, c'est des gens... En Union soviétique, il y avait beaucoup de gens comme ça à l'époque soviétique, parce que quand même, le régime soviétique crée des personnes qui sont orientées sur les règles. Est-ce que c'est ce qui s'est passé durant la crise sanitaire, selon vous? Non, mais ce qui s'est passé en Union soviétique, par exemple, lorsque le bolchevisme est tombé, tous ces gens qui étaient objectivement bolcheviques, du jour au lendemain, sont devenus des libéraux de première catégorie. Pourquoi? Parce que ce sont des gens sans caractère, des gens qui ont besoin de règles. Donc si une série de règles tombe, donc ces règles sont interchangeables. Ils ont absolument besoin d'un autre truc. Donc ils vont prendre les règles du capitalisme. Il n'y a pas de stabilité intérieure chez eux. Une personne qui vit la vertu, il y a une stabilité morale intérieure. Elle ne peut pas changer du jour au lendemain comme ça. Et heureusement, il y a une stabilité. Il y a ce qu'on appelle les principes de la nature humaine qui, en elles, sont extrêmement bien établis. Et tu vois, je regarde la société canadienne aujourd'hui. Tu te rends bien compte qu'effectivement, si demain tu as une autre idéologie qui vient au pouvoir, très aseptisé. Les gens, en 3 jours, ils changent. Parce qu'il y a très peu de caractère. Il n'y a pas de caractère au Canada? C'est pas le Canada. Je parle du Canada comme je pourrais parler. Non, mais c'est une société quand même assez... Non, mais c'est toute l'Europe. Toute l'Europe. Oui, mais justement, je veux parler... Le malaise que vous décrivez, qui découle de l'imposition de cette pensée rationaliste, etc., est-ce que c'est le malaise occidental? Oui, excuse-moi, je disais le Canada, mais pour être concret, parce que là, on est au Canada aujourd'hui, là. Mais je parle du Canada comme je pourrais parler de toute l'Europe. De l'Occident. De tout l'Occident en général. Parce que les Américains aussi, l'Amérique, c'est aussi un pays complètement rule-based ethics. Ça, c'est clair et net. Et les Américains me le disent, Alex, on est complètement dans le rule. Il n'y a pas de vertu chez nous. C'est le rule-based ethics. Donc, ils sont aussi conscients, les Américains qui réfléchissent, qui sont dans le rule... Il y en a encore quelques-uns qui sont dans le rule-based. Donc, c'est pas un truc nouveau que je dis là, mais seulement ce que j'essaie, c'est d'exprimer avec des mots clairs pour que les gens comprennent c'est quoi le rule-based. Le monde non occidental a quelque chose à nous apprendre, finalement. Là. Le monde oriental. Appelons-le oriental. Disons que moi, je pense que l'Orient chrétien, surtout des pays qui ont été vraiment envahis par le communisme et qui en sortent, ces pays, ils ont vécu vraiment l'idéologie, ils ont vécu aussi le rule-based, les règles, etc. Et parmi ces pays, il y a beaucoup de gens qui commencent maintenant à je dirais, pas à réfléchir, mais à respirer. À respirer. Voilà. Et donc, dans ce sens, je pense que les pays qui ont été envahis par le communisme, même si le communisme est une horreur, et c'est quelque chose de dramatique, et qu'il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de douleur, finalement, ces gens sont mieux préparés pour affronter ce qui est en train de nous tomber dessus maintenant en Occident. Parce qu'en Occident, c'est l'idéologie qui nous tombe dessus. Mais qu'est-ce qui nous tombe dessus, là, en termes plus sociologiques? C'est le wokisme, c'est une société qui traverse une crise spirituelle, une société sans Dieu, centrée sur le matériel, sur les médias, une société où tout va trop vite. C'est quoi cette société? Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez lu chez Dostoïevski, le frère Karamazov, qui est quand même un des ouvrages les plus lus au monde. Il y a ce qu'on appelle la légende du grand inquisiteur. Il faut la lire et la relire. Le monde moderne est complètement dans cette légende. C'est quoi le grand inquisiteur? Le grand inquisiteur, c'est un inquisiteur au Moyen-Âge. Jésus-Christ redescend sur terre et le grand inquisiteur, il le fait mettre en prison. Ok? Il le fait mettre en prison et il va le voir en prison. Et il lui dit, tu vois, toi Jésus-Christ, t'as un gros problème quand même. T'as misé sur l'homme. T'as cru en la possibilité de l'homme d'utiliser sa liberté. Tu n'as pas aimé l'homme, tu ne l'as pas compris. Tu as mis sur sa conscience un poids énorme. Moi, je l'aime, l'homme, je l'ai compris. Il me donne sa liberté et moi, je lui donne en échange tous les plaisirs, tout ce qu'il veut, l'argent, plaisir de la chair, plaisir de l'intelligence, plaisir du corps, tout. Et donc l'homme, il m'aime, moi. Toi, il te déteste parce que toi, tu es en fait un criminel. Tu ne l'as pas compris, tu as exigé trop de l'homme. Et donc, c'est pour ça que demain, on va te brûler sur le bûcher. C'est extraordinaire ce dialogue. C'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui. En fait, le monde accuse le Christ de lui avoir donné la liberté. Le monde dit, on n'a pas besoin de cette liberté. Nous, ce qu'on veut, c'est le plaisir.
la paix et la tranquillité. Parce que la liberté, ça vient avec beaucoup de responsabilités. Parce que la liberté, c'est un poids énorme. En fait, c'est une grande libération, la liberté, au sens profond du terme. La liberté, c'est ce qui te permet d'aimer. Sans liberté, il n'y a pas d'amour possible. Et donc, il n'y a pas de possibilité de croissance réelle pour un être humain sans liberté. C'est pour ça que le Christ est obligé de donner la liberté aux hommes, parce que lui, il attend l'amour des hommes. Et le grand inquisiteur, il va lui expliquer, tu t'es trompé. Tu ne peux pas attendre ni l'amour, donc ce n'est pas la peine de leur donner la liberté. Parce qu'ils ne sont pas capables d'être libres. Ils ne sont pas capables parce qu'ils sont misérables, parce qu'ils sont pécheurs, parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont égoïstes, parce qu'ils sont jaloux. Et donc, ça ne sert à rien de donner la liberté à ces personnes. Et le grand inquisiteur, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde moderne. On va être confronté dans les années qui viennent, à mon avis, à ce grand choix, qui est le choix de la liberté. Ah oui? Est-ce que je veux être libre ou pas? Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libre Média, parce que vos choix sont importants. On continuera à s'appeler démocratique, hein, ça pose aucun problème. Non, mais c'est très intéressant. Ah, bien sûr. Est-ce que c'est avec l'avenue peut-être du modèle chinois, ou c'est un choix politique, ça? Non, ce sera un choix moral, un choix spirituel. C'est-à-dire que ce sera en dehors de la politique. Ce sera en dehors de tout système politique. Vous ne croyez pas beaucoup à la politique, finalement? Non, j'y crois pas, mais je sais qu'on avance dans un régime quand même à totalitarisme, dans lequel il y a la révolution technologique permet de plus en plus. La société de surveillance? Oui, la société technologique moderne permet quand même d'avoir un contrôle total des personnes. Bon, c'est ça. Et donc l'idée, c'est ça, c'est que les personnes, ou elles acceptent d'être contrôlées totalement, ou elles vont mourir de faim. Parce qu'on va les cancel. Exactement. Hein. C'est ce qui s'est passé récemment chez vous, au Canada, avec les conducteurs de camions. Là. Tout le monde était compte de banque suspendu complètement sous choc de voir pas. qu'on traite des pauvres gens comme ça. Ça, c'est le totalitarisme. Mais ça, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, mais ça nous montre un petit peu vers quoi on avance. Il va y avoir un moment, à mon avis, où tu ne pourras plus vivre, tu ne pourras plus acheter ou vendre. D'ailleurs, on le voit dans l'Apocalypse, c'est marqué clair et net. Il y a des gens qui ne pourront plus vivre, plus acheter et plus vendre, parce qu'ils n'auront pas accepté d'être marqués du sceau de la bête. Tu vois ce que je veux dire? Alors ça fait un peu rire les gens, le sceau de la bête, mais en réalité, on est très proche de ça. Le sceau de la bête, c'est l'État totalitaire qui te met un sceau en te disant celui-là, il peut vendre, il peut acheter parce qu'il m'a donné sa liberté. Donc c'est l'idée de Dostoïevski. Mais Dostoïevski, c'est un grand prophète, il écrit il y a 150 ans. Tu comprends, Dostoïevski, imagine-toi, il écrit ça il y a 150 ans. Et c'est ce qu'il voyait venir. Donc c'est vraiment un grand prophète, et c'est pour ça que je développe bien dans mon livre « Les 7 prophètes », une analyse de la crise mondiale, qui va sortir en anglais bientôt, « Seven Prophets, The Culture War ». J'explique vraiment, si tu veux, la grandeur de Dostoïevski, son intuition incroyable. C'est l'intuition des Russes, en fait. Les Russes sont très, très intuitifs. Oui, vous dites dans le même entretien au Epoch Times, qui a été visionné par 1 million et plus, 1,2 million de personnes, que peut-être que l'Occident a besoin un peu de la Russie. Et la Russie serait plus près du côté du cœur, alors que la France, elle, serait plus du côté de l'intellect. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a une complémentarité dans les nations. C'est-à-dire qu'il y a des nations qui sont plus orientées vers le cœur, d'autres plus orientées vers l'intelligence, d'autres plus orientées vers l'action, la volonté, tu vois. Et je pense que les Russes ont beaucoup... Tu as des nations, par exemple, l'Orient, c'est vrai, il est beaucoup plus orienté sur le cœur. Il est beaucoup plus intuitif. Il est beaucoup plus mystique. L'Occident, il est beaucoup plus rationnel. Quand même, je ne veux pas dire rationaliste. Hein. Beaucoup plus aseptisé. Je veux dire rationnel, c'est positif. Là, je parle de choses positives. L'Occident, il est beaucoup plus rationnel et beaucoup plus logique. Ce sont des choses très positives. Hein. L'importance du droit, l'importance de la raison, c'est des choses clés dans la civilisation occidentale. Dans la civilisation orientale, c'est surtout l'importance, c'est le cœur, les grands mystiques sont fondamentalement orientaux. Le mysticisme, l'intuition, sont très intuitifs. Dans un certain sens, les orientaux sont beaucoup plus féminins et les occidentaux sont beaucoup plus masculins dans
dans leur connaissance du monde extérieur. Mais ça, ce sont des complémentarités. Tu vois ce que je veux dire? Et une personne qui n'accepte pas l'autre, la complémentarité, moi j'appelle ça de l'homosexualité spirituelle. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, ils veulent que tout le monde soit comme eux. Alors le rationnel, il veut que tout le monde soit rationnel. Il ne comprend pas ce que c'est le type intuitif. Et c'est le même problème qui se pose avec... c'est de l'homosexualité spirituelle. Tu vois? Une personne qui aime la complémentarité, c'est quelqu'un qui aime celui qui est différent, qui comprend que celui qui est différent, il a quelque chose à lui donner. Tu vois? Et qu'il a besoin de cette complémentarité. Les êtres humains, on a tous besoin de cette complémentarité. Et si tu es rationnel, très rationnel, tu dois chercher des gens qui sont intuitifs. Et tu dois apprendre d'eux. Et si tu es très intuitif par nature, tu dois chercher des gens qui sont rationnels pour découvrir c'est quoi la rationalité, comment ça fonctionne. Tu vois? C'est un peu pareil pour les tempéraments biologiques. Si tu es un colérique, c'est pas une mauvaise chose que tu épouses une flegmatique. Si tu es un sanguin, c'est pas une mauvaise chose que tu épouses un mélancolique. C'est même une très belle chose. Parce qu'il y a une complémentarité fantastique et tu apprends à connaître des aspects de la vie humaine que tu n'as pas beaucoup développés. Et que tu peux développer parce que tu les vois modélisés devant toi. C'est comment habiter à Moscou par les temps qui courent? Aujourd'hui, c'est comme avant. Il n'y a rien de très particulier. Moscou, c'est pas le front de guerre. Donc, il se passe... Aujourd'hui, tu vois pas grand-chose. Seulement, une seule chose on s'en rend bien compte, c'est que en Russie, aujourd'hui, la Russie crée ses nouveaux amis, puisque tous ses amis anciens l'ont abandonné. Et certains les ont lâchement abandonnés. Je pense à l'Europe, surtout. L'Europe qui était vraiment faite pour être en communion avec la Russie, parce que l'Europe, traditionnellement, est unie à la Russie, surtout la France. Mais parce que la Russie est européenne. Absolument, la Russie est complètement européenne. La France et la Russie étaient vraiment faits pour être des grands amis, et que pour des raisons historiques qui sont indépendantes d'ailleurs de l'esprit français, mais qui viennent de l'extérieur, on voit que l'Europe a complètement abandonné la Russie et que du coup, l'Europe en souffre économiquement énormément, elle va en souffrir culturellement aussi énormément, et que la Russie est obligée de chercher des amis à l'extérieur. Les BRICS, en gros. Ben oui, elle est obligée de chercher des amis chez des gens qui en fait ne sont pas des amis. Non, vous ne pensez pas que la Chine est une amie de la Russie? Là, on rentre dans des considérations géopolitiques. Non, mais les Russes savent parfaitement que culturellement, la Chine n'a rien à voir. La France, culturellement, ils se sentent proches. Mais la Chine, ils s'en sont absolument pas proches. Mais aujourd'hui, quand tu es en guerre, les ennemis de tes ennemis, c'est tes amis. Et pour ceux qui vous diraient que c'est pas l'Europe qui a lâché la Russie, c'est la Russie qui a lâché l'Europe. C'est deux manières de le voir. Là. Non. C'est l'Europe. Bon, l'Europe n'existe plus, c'est ça le gros problème. C'est ça qu'on peut pas. Le problème de l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, il ne reste que les États-Unis et la Russie. C'est ça le problème. L'Europe n'existe plus. C'est triste à dire. Vassalisée. Oui, elle est vassalisée, elle n'existe plus. C'est malheureux à dire, moi, en tant que Français. J'ai beaucoup étudié les fondateurs de l'Union européenne. C'est des gens extraordinaires. Schuman, De Gasperi, Adenauer. C'est des vrais leaders vertueux. Et quand je vois ce qui se passe avec l'Union européenne aujourd'hui, je dis, quelle catastrophe. Technocratique. Non, c'est pas qu'elle est technocratique, c'est qu'elle n'existe pas. En réalité, il n'y a pas de valeur. Elle n'est pas incarnée. Elle n'est pas incarnée, alors que tous ces fondateurs, c'est des gens avec des valeurs et des vertus très élevées. Hein. C'est des belles personnes, les fondateurs de l'Union européenne. Des très belles personnes, et parmi eux, il y en a plusieurs qui sont des grands saints. Schuman, De Gasperi, et même peut-être Konrad Adenauer, en fait, c'est des gens absolument canonisables. Hein. Absolument, c'est des gens de très très haut niveau. Hein. Donc, ce qui se passe avec l'Europe aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce que les fondateurs ont fait. Et les fondateurs ne sont pas responsables de ce qui se passe avec l'Union européenne aujourd'hui. En fait, c'est dans les années 70, l'Europe chrétienne, créée par ces personnes, elle a été volée, séquestrée par des gens qui ont une vision du monde qui est complètement différente. C'est la révolution sexuelle. C'est quoi l'erreur de l'Union européenne? C'est que dans les années 60, en fait, c'est d'autres personnes qui sont arrivées au pouvoir à l'Union européenne. C'est des personnes qui étaient trotskistes ou maoïstes à l'époque. Hein. Tu vois Daniel Cohn-Bendit, qui était le grand révolutionnaire français, c'était un maoïste. Maintenant, il a un poste clé à l'Union européenne, tu vois. Ouais. Tous ces gens, même le président de l'Union européenne, tous ces gars-là, c'est tous des gens qui ont été mis dans le marxisme quand ils étaient jeunes. Et ce sont des gens, en fait, qui sont fondamentalement contre les valeurs chrétiennes. Et donc, parce que l'Europe sans la chrétienté, c'est une fiction, là. L'Europe, c'est trois choses. L'Europe, c'est la pensée antique des Grecs, qui est cette idée qu'il y a une réalité transcendante que l'on peut connaître par l'intelligence. Il faut réfléchir, il faut sortir de soi-même, et il y a une vérité transcendante. C'est ce qu'on appelle la transcendance.
Aujourd'hui, au niveau de la philosophie, c'est l'immanence totale, depuis Descartes. C'est le je pense donc je suis. Donc il n'y a rien de transcendant, tout est moi. C'est moi, il n'y a que moi qui est. Je suis un Dieu pour moi-même, tu vois. Donc on a détruit toute la transcendance qu'il y avait, cette vision transcendantale qu'il y avait chez les anciens Grecs, la possibilité de connaissance d'un monde qui est extérieur à toi-même. Ensuite, on a détruit la vision des Romains qui était la vision du droit. Le droit chez les Romains, c'était le id quod justum est, ce qui est juste. Aujourd'hui, on s'en fout de ce qui est juste, la seule chose qui compte, c'est les lois. Hein? I am the law. C'est ce que je veux dire. On en revient au réglementairement correct, juridiquement c'est correct. le droit. Le droit, c'est ce qui est écrit. C'est la loi. Mais le droit, en tant que justice, ça ne vient plus à la pensée de personne. Mais c'était chez les Romains, c'était ça. On a abandonné donc la vision du droit, qui était la vision romaine. On a abandonné la vision de la philosophie, qui était la vision des anciens Grecs. Et la troisième source quand même de l'Europe, c'est le christianisme. Et ça, c'est évident. Et on a abandonné ça. Valéry Giscard d'Estaing, qui était président de la France, et lui, quelques années avant de mourir, il disait le christianisme n'existe pas dans l'Europe, ça n'a rien donné. Pour lui, il n'y a qu'une seule chose, il y a les Grecs, et puis les Romains, et ensuite, il y a ce qu'on appelle la Renaissance. Mais il n'y a rien entre les deux chez lui. Ça n'existe pas. Le Moyen-Âge chrétien, ça n'existe pas. C'est pas une source d'influence européenne, c'est pas une source de l'identité européenne. Donc ces gens sont fous. C'est-à-dire qu'ils nient la réalité. Donc tu as trois sources de l'Europe. Mm-hmm. Et aujourd'hui, un Russe, quand tu lui dis l'Europe, il dit c'est quoi l'Europe? Et tu lui dis c'est ce que tu vois. Il dit mais non, moi l'Europe, je comprends, c'est les Grecs, c'est les Romains, c'est la chrétienté. Aujourd'hui, ce que tu me montres, ça n'a plus rien à voir avec l'Europe. Puis c'est quoi le Russe, il va te dire l'Europe, finalement, c'est nous, les Russes. Parce que nous, on s'intéresse encore à la chrétienté. On a eu du communisme en 70 ans, mais maintenant, on essaie de retrouver nos valeurs, nos racines. Qu'est-ce qu'on avait avant? Parce que la seule chose qui nous reste, c'est ce qu'on avait avant. C'est l'histoire, c'est les traditions. On essaie de redécouvrir un peu des choses sur lesquelles on peut s'accrocher. Et donc, aujourd'hui, c'est évident. Là, en Europe, les seuls Européens, c'est terrible à dire, mais les seuls Européens, aujourd'hui, c'est les Russes. Êtes-vous en train de dire que l'orthodoxie peut sauver la chrétienté? Non, c'est pas l'orthodoxie qui va sauver la chrétienté. C'est Dieu qui va sauver la chrétienté. Et il pourra utiliser parfaitement l'orthodoxie comme il pourra utiliser n'importe quoi. Donc, moi, c'est pas la Russie qui va... Je pense que la Russie, bien sûr, est un pays qui est appelé parce qu'elle sort de son communisme et qu'elle a eu beaucoup de martyrs, qu'elle a eu beaucoup de sang. Donc, en tant que chrétien, je sais parfaitement que là où il y a eu du sang chrétien, il y a de l'avenir. Ça, c'est l'histoire de l'humanité qui nous le montre. Et les premiers chrétiens étaient tous conscients de ça. Hein. Ils disaient toujours, le sang des martyrs, c'est l'avenir du christianisme. Donc là où les gens n'ont pas été testés par... il n'y a pas beaucoup d'avenir. Mais là où il y a eu beaucoup de sang chrétien, les gens qui sont morts, aussi bien des protestants que des catholiques, que des orthodoxes, ils sont morts pour le Christ pendant 70 ans en Union soviétique, qui était un pouvoir athée terrible, et ces gens-là, ils ont laissé derrière eux une trace. Et cette trace, c'est la grâce de Dieu pour l'avenir. Donc moi, j'ai une confiance absolue dans la résurrection de la Russie. Parce que pour moi, la Russie, c'est pas... Peut-être la résurrection... La résurrection. C'est-à-dire qu'elle est morte à un certain moment? Bien sûr. Durant le communisme. Bien sûr, il faut mourir pour ressusciter. Et là, on est à quel stade? Je ne sais pas si elle est en stade de résurrection. C'est Vladimir Poutine qui est là. C'est pas Vladimir Poutine, c'est la Russie. Elle est en stade de résurrection, c'est évident. Donc, mais ça peut prendre des années. Donc, vous dites ça quand même à l'époque de la guerre en Ukraine. Ça peut avoir un caractère assez polémique, là. Oui, mais... Si vous voulez... Dans les livres médias, on est habitué de la polémique. Pour parler de politique, moi, c'est pas mon grand sujet, mais pour parler de politique, pour les Russes, qui a déclaré cette guerre? L'OTAN, il y a 30 ans. Tous les grands Américains, que ce soit George Kennan, un grand penseur américain qui travaillait avec Ronald Reagan, qui était vraiment un des grands penseurs de la guerre froide, que ce soit Teddy Kennedy, que ce soit James Baker, que ce soit Friedman, le grand journaliste du prix Pulitzer. Tous ces gars en 1994, ils ont dit il faut absolument arrêter l'OTAN. Parce que l'extension de l'OTAN vers l'Est, c'est la troisième guerre mondiale assurée. Et tous les Américains le savent. Mais ils la veulent, cette guerre mondiale. La ligne rouge, là. La ligne rouge, mais ça, la ligne rouge, je vais bien plus tard. Donc, pour vous, l'expansion de l'OTAN en Ukraine, en fait, là, soyons clairs, c'est un peu comme les bases russes à Cuba, là, à la veille de la crise des missiles. Oui, mais c'est comme chez les États-Unis, il y a ce qu'on appelle la doctrine Monroe. La doctrine Monroe, que tous les Américains connaissent, c'est qu'il n'y a pas de missile possible sur le territoire à moins de, 10 000 km des États-Unis.
Alors, les Américains, ils sont OK avec la doctrine Monroe chez eux, mais pas pour les Russes. Ouais, ben, Mais c'est ça, c'est dramatique. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que les grands penseurs américains, intelligents, ils ont tous vu venir le truc. Et ils l'ont tous dit dès 1994. Mais Clinton, il en a eu. Clinton, ça ne l'a pas intéressé. Tous les démocrates, soit Clinton, Obama et Biden, eux, ils ont poussé à la guerre. Ils veulent la guerre avec la Russie parce qu'ils veulent, en fait, pour eux, c'est un problème économique. Et c'est là qu'on voit le capitalisme pousse vraiment. Le capitalisme qui n'a pas de valeur pousse à la guerre parce que c'est la manière de s'enrichir. Moi, je vais souvent aux États-Unis et très souvent, les Américains, ils ne parlent pas de countries, ils parlent de companies. Moi, ils me parlaient de Ukraine Company. Ukraine as a company. J'étais sous le choc. T'es un Européen, tu dis Ukraine is a company. Je dis, mais le type, de quoi il parle? Mais c'est pour eux, c'est ça. C'est la concurrence. On fonctionne sur des modèles de concurrence. Quelle est la compagnie qui va gagner la bataille? Incroyable. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je n'y croyais pas jusqu'à ce que j'ai entendu ce truc-là. Un Américain me dire pourquoi est-ce que Poutine a envahi l'Ukraine alors que l'Ukraine is another company? Et j'ai écouté 10 fois, j'étais sûr que tu ne voulais pas dire country. Non, company. Et donc tu vois, c'est la fin du capitalisme. Ah ouais? C'est la fin du capitalisme parce que toutes ces guerres, vers quel système on se dirige? Elles sont produites par ce capitalisme, par cette... Je dirais, c'est pas la fin du capitalisme, mais c'est la fin de ce désir de l'économie, que l'économie soit au premier plan et qu'un pays se dise, moi ce que je veux, c'est toujours le numéro 1 mondial. L'économisme peut-être, voilà, l'économisme. Ouais. Appelons ça comme ça, ouais. L'économie, c'est être toujours le numéro 1 mondial, être toujours au premier plan. Et ça m'est bien égal s'il y a 1 million d'Irakiens qui meurent, tu vois, ou 300 000 ou 100 000 Ukrainiens qui meurent. L'important, c'est que moi, je sois toujours au premier plan mondial. Quelle issue vous voyez, vous anticipez quand même pour ce conflit qui semble insoluble? On sait le front est bloqué là, de part et d'autre. Ça ressemble de plus en plus à un scénario Première Guerre mondiale. Les scénarios que vous voyez, vous lisez la presse moscovite. Mais il n'y a pas d'issue possible tant que le gouvernement américain se mettra pas d'accord. Peut-être que si Donald Trump est élu l'année prochaine, ou en fin d'année, à ce moment-là, les choses pourront changer. Mais avec les démocrates et les néo-conservatives aux États-Unis, c'est impensable d'en terminer. Parce qu'ils veulent cette guerre. Trump, c'est un outsider. C'est un type qui pense d'une autre manière. Il a ses défauts, il a ses qualités. Mais c'est un type qui dit qu'il veut arrêter le killing. I want to stop the killing. C'est la seule chose qui l'intéresse. Et alors on peut dire c'est un type limité ou un type je sais pas quoi. C'est un type, he wants to stop the killing. Ça c'est clair et net. Le gouvernement démocrate et les néoconservateurs américains, ils n'ont aucun intérêt à stop the killings. Ça fait partie de leur stratégie. Mais le conflit la reprise du conflit israélo-palestinien, est-ce que ça change quand même pas le portrait? Est-ce que ça peut influencer l'issue de la guerre en Ukraine? Je ne sais pas. J'ai aucune idée, mais ce conflit me semble beaucoup plus important que ce qui se passe en Ukraine, dans la mesure où là, on est en train de décharger des haines incroyables et qui vont nous tomber dessus. Ça, j'en suis convaincu. Là. De monothéisme. Oh. Non, mais ça va être très très dur ce qui se passe. En Israël, en Palestine. C'est-à-dire que tu vis depuis 50 ans d'une injustice. Il ne s'agit pas de prendre parti, parce que la Hamas, c'est un truc de dingue. C'est évident. Vous êtes plutôt du côté de la Palestine. Mais moi, je ne suis pas d'un côté plus de l'autre, mais ce que je me dis, ce que disent les Russes, c'est que c'était inévitable ce qui se passe aujourd'hui. Dans la mesure où tant qu'on ne crée pas un État pour ces gens, ils ont droit à un État. On n'a rien fait pour leur donner leur État. Ben, c'est normal. C'est normal qu'une chose pareille arrive. Parce que la guerre, c'est la conséquence de l'injustice. En terminant, vous parlez d'une sorte de chaos à venir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer à cette espèce de dilemme qui va opposer la liberté à une oppression? Alors, moi, ce que je propose à ceux qui nous écoutent, justement pour tout ça, j'ai créé des cours. J'ai créé 7 cours. 7 cours fondamentaux pour nous aider personnellement à comprendre toutes ces choses-là, pour bien les assimiler, pour les pratiquer. Et ces 7 cours, les gens peuvent le trouver sur alexavar.com. J'ai 7 livres, j'ai 7 cours, j'ai beaucoup de matériel. Il y a du matériel gratuit, il y a du matériel payant. Mais tout est là pour aider les personnes à comprendre, dans la situation actuelle, comment est-ce que moi, je me situe, comment est-ce que je dépasse tout ça, et quelle est ma liberté, et quelle est ma responsabilité, quels sont les dangers,
comment je dois m'éduquer, comment je dois éduquer mes enfants, comment je dois éduquer mes étudiants, comment je dois parler aux gens qui m'entourent de toutes ces belles choses, qui sont finalement, c'est quoi un être humain? La grande question, c'est ça, c'est quoi un être humain? Et quand on a bien compris de ce qu'est un être humain, pas avec quelques mots, mais avec une formation intégrale, à ce moment-là, on comprend comment agir, comment éduquer les gens, comment faire face à la civilisation, la nouvelle civilisation qui se présente aujourd'hui à nos yeux. Alexandre Diané-Narvarde, merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui à Montréal. Merci à vous. À bientôt. Merci, à bientôt.